Bienvenue sur Ideta, la chaîne des deniers du code. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Olama avec l'agent Py. Donc, qu'est-ce que c'est Py? Donc, Py, c'est un harness, donc un moyen de gérer des agents. Donc, ces agents qui peuvent être des modèles de différentes tailles. Et le harness, il y en a de différents types. Vous connaissez peut-être Claude Code ou Codex. Eh bien, on va dire comment le modèle doit se comporter en lui donnant des règles, etc. Donc, je vous ferai une vidéo plus précise sur les concepts, les idées de ce que sont un skill, un agent.md ou quoi que ce soit, mais ici je vous les expliquerai au fur et à mesure de la manière la plus simple possible. Et parmi tous les modèles d'agents, j'ai choisi Py parce que c'est à la fois le plus simple, le plus modulaire et le plus libre. Ici, vous voyez qu'on a Olama, et dans Olama, en fait, on a pas mal de nouveaux outils qui peuvent être utilisés. Et parmi ces outils, on a des modèles comme Py, donc on va aller dans la documentation, et ici, on va avoir toute la documentation de Olama, la manière dont ça fonctionne. Et ici, je vais vous demander d'appuyer en haut sur Intégration. Voilà, et donc ici, ça va nous montrer en fait tous les outils qu'on peut utiliser avec Olama. Donc il y en a vraiment tout plein. Comme vous le savez, donc on a Claude Code, on a aussi OpenCode, qui lui aussi est une version open source d'un agent de code. Py, qu'est-ce que c'est intéressant. Donc ici, vous avez des informations sur comment le mettre en place. Il y a un autre outil qui s'appelle OmyPy, qui lui est comme Py, mais qui ajoute beaucoup plus d'outils dès le départ, et peut-être que je vous ferai une vidéo sur ça, mais j'apprécie pas trop le fait que ça commence avec autant d'outils, parce que ça détruit en fait l'idée de base de Py, comme quoi ça doit être minimal et extensible. Donc allons voir le site de Py. Donc je vous rappelle que tous les liens seront disponibles en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc ici il dit qu'il y a beaucoup d'harness, mais Py c'est le nôtre. Donc il est minimal, ça nous permet d'adapter cet outil à notre flux de travail plutôt que notre flux de travail à notre outil. Et c'est un reproche que l'auteur fait quand on commence avec OpenCode, surtout avec des outils comme Claude Code. Mais en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises, des philosophies, des manières de travailler, etc., qu'on n'a pas choisi et qu'on est obligé de faire en s'adaptant. Donc d'un côté, ça peut être bien si on n'a aucune notion, aucune base, et ça peut forcer une certaine rigueur pour que tout le monde travaille de la même manière, mais de l'autre côté, en fait, ça limite la créativité de ceux qui peuvent être faits. Ici, quand on dit que l'agent Py s'adapte et grandit avec nous, ce n'est vraiment pas une blague. Malheureusement, avec des modèles locaux, on va pas pouvoir faire grand-chose, je dois le dire maintenant quand même, pour éviter que vous soyez trop déçus. Pour moi, tant qu'un modèle est en dessous du 30B, il risque pas de faire grand-chose, et de se tromper beaucoup plus souvent. Mais après, c'est pour l'instant, hein. Dans le futur, je suis sûr que les plus petits modèles vont arriver à faire de plus grandes choses, surtout si on choisit des bons harness qui sont adaptés pour les petits modèles, et surtout lorsque ces petits modèles seront entraînés justement sur des situations où il faut gérer mieux un terminal. Donc je vous invite à le télécharger ici. Donc là, vous avez un petit exemple qui montre ce que c'est Py et pourquoi Py. Et donc ici, vraiment, l'idée, c'est la simplification et le fait que ça s'améliore tout seul, enfin tout seul, avec nos instructions, contrairement aux autres. Donc ici, on a différentes manières de le télécharger. Ici, curl si vous êtes sur Linux, PowerShell si vous êtes sur Windows, NPM pour tous, donc c'est celui qu'on va utiliser, ou PNPM ou Bun, c'est la même chose. Donc on a déjà une vidéo sur comment installer Node.js, donc allez la regarder si ce n'est pas déjà fait, mais pour télécharger Node.js, rien de plus simple, allez sur internet, je vous montre tout de suite, faites node.js, et ensuite allez sur le site de base, donc download Node.js, ici respectez les informations ici, soit vous pouvez le faire avec un terminal, soit vous pouvez télécharger l'installeur qui se trouve juste ici. Et bref, une fois que c'est installé, vérifiez que vous avez bien, et je vais regarder juste ici en ouvrant le terminal, donc vous pouvez chercher dans vos applications terminal, que vous soyez sur Mac, Linux ou Windows. Et ensuite ici, pour savoir si npm est installé, vous pouvez faire npm-v. Donc si quelque chose apparaît, c'est que vous avez npm qui est installé. Et si vous faites node-v et que vous avez quelque chose qui apparaît, c'est que les deux sont bien installés, donc c'est tout bon. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je dois réouvrir mon terminal. Je peux copier ce npm, ici, npm install, et je vais lancer ça. Et donc ici, vous voyez que ça va installer le PyCoding Agent, donc je vais le lancer, et on va patienter le temps que ça le télécharge. Donc vous voyez que ça l'a installé, donc maintenant tout est bon, on va pouvoir l'utiliser. Alors, il y a un moyen de l'utiliser, c'est que vous pouvez écrire Py, donc on va juste zoomer un tout petit peu, comme ça vous pouvez bien voir. Je peux écrire Py et lancer ça. Ensuite là, il est en train de me faire toutes les installations, et donc là vous voyez que il y a pas mal d'informations qui s'indiquent juste ici pour me dire que ça devrait
être bon. Ici, je vais avoir un no model available, donc il n'y a pas de modèle disponible. Il va me demander de soit utiliser login, soit d'utiliser, pour pouvoir utiliser soit un enregistrement, soit une API key. Donc on va pas voir ça aujourd'hui parce qu'on va utiliser Ollama pour en local, mais dans de futures vidéos, on va montrer comment utiliser ça. Alors moi, il va juste me dire que il faudrait que je mette mon node à jour, ouais, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour celui-ci, pour pouvoir avoir accès à la nouvelle version de Pi. Donc pour pouvoir quitter, c'est simple, vous faites CTRL-C, pardon, CTRL-C, voilà. Et donc là, maintenant, vous avez quitté. Donc je vais faire juste un CTRL-L pour effacer tout. Alors voyons voir si je peux mettre à jour mon Node.js. Donc je vais télécharger la nouvelle version. Donc voilà, Windows Installer. Puis je peux lancer ça. Voilà, on accepte tous les paramètres par défaut. Donc l'installation est terminée, on va voir dans le terminal. Donc on va en réouvrir un autre. On va faire node-v. Donc normalement, on devrait avoir une meilleure version, c'est super. On va vérifier de nouveau le npm-v. Super, on va zoomer un tout petit peu. Donc on est sûr que tout est bon. Et donc lorsque je vais lancer Pi, vous allez voir ce qu'il va me dire. Voilà. Donc on a le même problème qu'avant. Ici, il va nous dire qu'il nous manque les modèles, ceux qu'on va régler dans quelques instants. Il va me dire que on a des mises à jour disponibles. Ici, pour pouvoir mettre la dernière version de Pi, il faudra faire Pi Update. Et ça tombe vraiment bien que j'ai pu vous montrer tout ça, c'était même pas prévu. Donc ici, je vais revenir sur cette barre que j'expliquerai tout à l'heure. On va faire CTRL-C, CTRL-C. Donc il faut le faire rapidement, pardon. Voilà, et comme ça, j'ai quitté l'espace. Donc je vais faire CTRL-L. Et je vais utiliser ce dont ils m'ont parlé, donc Pi Update. Donc quand je vais lancer ça, vous voyez qu'il commence à me mettre à jour tous les packages et la dernière version de Pi qui est disponible. Donc voilà, c'est terminé. Et donc si je retourne et que je fais Pi de nouveau, donc là vous allez voir qu'il y a de nouveau tout l'espace qui apparaît, et là avec tout ce qui a été fixé, changé, etc. Donc à l'intérieur de Pi, ça ne nous intéresse pas trop. Mais ici, il va toujours me dire qu'il y a le problème du modèle, et on va remédier maintenant à ça. Donc maintenant, tout est à jour. Donc on va quitter, CTRL-C, CTRL-C. Voilà, je vais faire CTRL-L pour faire disparaître tout ça. Et si on veut utiliser Pi avec Ollama, donc il y a deux méthodes. Soit on va utiliser la version avec Pi, là on va devoir faire l'enregistrement et ça va être manuel, il faudra aussi aller dans les fichiers. Soit on va laisser Ollama mettre tout ça en place pour nous. Et pour ça, je vais vous inviter à la documentation de Ollama. Donc je vais cliquer sur Pi Ollama. Et ici, il y a une méthode qui s'appelle LaunchPy. Donc on va pouvoir utiliser ça. Donc on va copier ça. On va aller voir. Donc je vais coller ça et je vais lancer Ollama LaunchPy. Et voilà, et vous voyez que là, il est en train de me donner des informations. Donc là, il y a Pi qui est sur le point d'être lancé. Donc ici, après avoir lancé ça, il va me dire, oh, voici des modèles qui pourraient être assez intéressants, comme par exemple le Kimike 2.7 Code Cloud. Donc quand c'est cloud, c'est-à-dire que c'est sur les serveurs de l'équipe qui fait Ollama, et donc il faut avoir un compte au moins. Vous avez quelques utilisations gratuites, mais sans plus. Donc je vous l'ai présenté dans une vidéo sur Ollama Cloud. L'une des raisons pour lesquelles je ne l'utilise pas, c'est parce que ce sont des serveurs qui, il me semble, sont aux États-Unis. Donc, si vous avez suivi notre dernière vidéo sur les IA souveraines, vous comprenez les problèmes qu'il y a en termes de confidentialité à utiliser des serveurs américains. Et ensuite, ici, il va nous présenter des modèles en fait, qui peuvent être utilisés en local. Ici, généralement, là, il va nous dire le 12 Go, donc c'est un plus gros modèle quand même, c'est pas un 4B par exemple. Et ici, un 28 gigabytes, donc quand même des plus grandes capacités. Donc ils vont quand même nous recommander des grands modèles, et c'est ce que je disais avant. Moi, je pense que 30B, c'est vraiment la grande taille nécessaire pour pouvoir faire du bon agentique. Après, ça va peut-être changer dans le futur. Donc ici, on a ces éléments-là, mais en fait, en utilisant les flèches directionnelles, donc on va pouvoir descendre, on va pouvoir choisir d'autres modèles. Donc je vais agrandir tout ça, comme ça prend tout l'espace. Et donc typiquement, il va nous dire, ah bah tiens, il y a DeepSeek ici, R1, 7B, l'embedding Gemma, etc. Et vous pouvez dire, mais en fait, d'où viennent ces modèles? C'est des modèles que j'ai déjà sur mon ordinateur. Donc je vais cliquer ici, je vais zoomer un peu, je vais faire Ollama list. Et vous voyez que ce sont des modèles que j'ai déjà sur mon ordinateur, et par exemple celui-ci qu'on a téléchargé la dernière fois. Alors pour cet exemple, afin de ne pas prendre trop de temps et d'espace, alors les résultats vont être un peu décevants aussi, je pense que je vais utiliser un modèle de Gemma que je vais télécharger juste maintenant. Donc je viens d'installer le nouveau modèle, donc je vais refaire Ollama list. Voilà, et donc on va utiliser le Gemma 4 4B. Donc on va faire CTRL-L pour effacer tout ça. Et donc on va pouvoir recommencer. Donc je vais en profiter vu que vous savez qu'on peut sélectionner les modèles en utilisant le Pi tel quel.
pour vous montrer 2 autres fonctionnalités. Il y a une autre approche qui est un peu moins directe, qui est de faire simplement Ollama non, simplement Ollama, oui, et quand vous lancez ça, ben, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez chatter avec un modèle, utiliser Claude Code et cetera, et tout en bas, en fait, on a Pi qui va se lancer et on va arriver dans le menu qu'on a vu tout à l'heure, donc on va faire escape et l'autre manière se trouve dans le titre, c'est simplement de préciser le modèle que je veux utiliser. Typiquement, je vais faire Ollama Launch Pi modèle et ensuite après ça, le modèle que je veux. Donc nous revoici ici. Et donc le modèle que je veux, c'est Gemma 4 2.E4B. Et je peux lancer ça. Et donc maintenant vous voyez que c'est en train de se préparer et de vérifier l'installation. Et ensuite là vous voyez que ça l'a lancé. Et donc nous arrivons dans cette interface, là où il va nous dire bon, bah, voilà toutes les vulnérabilités qu'on a trouvées ici, on n'en a trouvé aucune. Et ensuite, ici, on va avoir des informations assez intéressantes. Donc premièrement, quelle version de Pi on a. Ici, on n'a pas la version 1 pour l'instant parce que c'est en cours de développement. Et ensuite, on a des raccourcis comme par exemple, ça c'est pour interrompre un processus, c'est lorsqu'on fait Escape, donc votre touche tout en haut à gauche sur votre clavier. CTRL-C, CTRL-D pour effacer et quitter, donc vous pouvez faire CTRL-C 2 fois généralement pour quitter comme on a fait jusqu'à maintenant. Ici, on a ces slash pour indiquer les commandes, donc on va voir ce que sont les commandes. On a ça pour pouvoir faire du code bash, donc lorsqu'on va indiquer ça, on va pouvoir faire nos outils terminaux classiques. On a CTRL-O pour faire apparaître en fait tout ce qu'on a ici, donc des informations ou des parts. Donc un autre élément qui est assez important, c'est que Pi explique ses propres outils et connaît sa propre documentation. Donc normalement, le modèle, lorsqu'il commence, il a les informations sur Pi. Et donc, lorsque vous lui posez des questions de qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que c'est Pi, normalement, il est censé vous répondre. Mais j'ai remarqué que même avec des petits modèles, ben, en fait, on a encore de la peine avec ça. Donc, généralement, ça devrait mieux marcher avec des gros modèles, mais on va faire un test. Et par exemple, demander à Pi comment on l'utilise ou comment l'améliorer. Et ici, on a ce qu'on appelle des extensions. Donc ici, Ollama est bien gentil de nous en donner une. Ben, c'est une extension qui permet au modèle de chercher sur Internet, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, ici, vous avez entre ces deux lignes bleues la zone où on va pouvoir écrire nos prompts et donc demander ce qu'on veut. Puis en bas à gauche, on a un élément qui est assez important. Ici, c'est le contexte. Alors qu'est-ce que c'est le contexte? C'est vraiment tout ce que le modèle va garder en mémoire pour répondre à une question. Donc quand on va faire un échange, ben, en fait, son contexte va se remplir et lui va se souvenir de tout ce qui est avant. Bien sûr, c'est pas complètement précis, mais voilà. Mais lorsqu'on dépasse le contexte, ben, normalement, le modèle ne fonctionne plus. Mais ce qui est bien dans Pi, c'est que on a un résumé de contexte qui va se faire automatiquement lorsqu'on va arriver à un certain niveau. Donc peut-être qu'on va faire ça dans cette vidéo. Et ici, sur votre droite en bas, ben, on a ce qu'on appelle le modèle. Donc ici, avec ça, on va pouvoir décider quel modèle on va utiliser. Et cette partie-là, medium, c'est en fait le niveau de réflexion. Donc pour faire suite à ce que j'avais fait précédemment dans une vidéo sur apprendre ou savoir à coder, j'ai fait la remarque que nous autres créateurs de contenu, on avait tendance à se mettre entre la documentation et vous, les spectateurs, ce qui fait qu'en fait votre seule source d'information, ça devient juste moi, alors que moi, tout ce que j'ai appris sur Pi, ben, je l'ai appris par le biais d'une documentation. Et après, peut-être que l'un d'entre vous va faire une vidéo sur ce que j'ai fait, et quelqu'un d'autre une vidéo sur ce que quelqu'un d'autre a fait, et finalement, en fait, on se retrouve à faire des vidéos sur des vidéos d'autres personnes, et en fait, à perdre l'essentiel de l'information. Donc ici, le but, c'est de vous présenter l'objet en utilisant la documentation, comme ça vous savez où chercher les informations, et moi je vais quand même ajouter du mien avec les petites choses que j'ai découvertes. Donc rendons-nous sur le site de Pi. Donc nous sommes sur le site de Pi, et donc on a fait tout ce qui est téléchargement, etc. Ici, on va parler de ce que sont les agents.md, les systèmes.md, le fait qu'il va faire de l'auto-résumé, les capacités, donc les skills, et les templates de prompt, et comment utiliser le contexte dynamique et le contexte non dynamique. Donc ici, il y a deux manières de l'utiliser qu'on va voir, la manière interactive qui va prendre la plus grande place dans la vidéo, et la manière qu'on va présenter aussi ici, qui est de faire des requêtes simplement dans le terminal. Et les autres méthodes, c'est seulement lorsque vous voulez construire au-dessus de Pi. Donc ici, l'une des choses qui est importante dans Pi, c'est que les extensions vont s'écrire avec TypeScript, et de base, il n'y a pratiquement rien du tout qui est mis de base. Vous avez vu qu'on avait cette extension qui était donnée par Ollama, mais en fait,
sans Ollama, en fait, on a 0 extension. Et ici, en fait, tout ce qu'on veut ajouter, comme par exemple, les permissions, parce que les permissions, c'est important ici. Le modèle tourne en YOLO, c'est-à-dire qu'il a absolument toutes les permissions, donc faites attention avec quoi vous lancez, parce qu'il pourrait supprimer beaucoup de choses sur votre ordinateur. Mais je vous rassure, ça ne risque pas d'arriver, suivant ce que vous faites. Le sandboxing, donc de pouvoir le mettre en cache pour éviter qu'il fasse n'importe quoi, des sub-agents, des plan mode, et cetera, qui sont déjà de base dans d'autres, outils. Ici, il n'y a rien de tout ça qui est mis, mais si vous voulez, vous pouvez les construire. Soit en demandant à Pi de le construire lui-même, alors là, il faudra quand même un bon modèle, soit en cherchant des extensions ou des packages que d'autres personnes ont écrits sur Pi. Et ici, ben, on ira voir tout à l'heure tous les packages qu'il y a. Mais quand vous voulez installer un package, ben, simplement vous faites Pi install et vous avez le nom de l'outil que vous voulez télécharger. Donc ici, de base, pas de MCP, qui sont un peu ces API, donc des outils qui sont ajoutés en plus au modèle, pas de subagent, c'est-à-dire pas de IA qui contrôle d'autres IA pour faire d'autres choses, pas de fenêtre de permission, donc c'est-à-dire que tout est permis. Vous savez que dans d'autres outils, par exemple, lorsque le modèle veut faire quelque chose, ben, il y a une fenêtre de permission qui arrive et qui vous dit voici ce que le modèle veut faire, est-ce que vous lui permettez de le faire? Pas de plan mode, donc c'est-à-dire qu'ici, il ne va pas écrire lui avant un plan avant de se lancer, pas de to do pour vérifier à quel point ils avancent, pas d'accès au terminal en arrière-plan, donc ici, tout se fait en avant. Et donc voilà, on a toutes les informations ici, donc on va cliquer sur la documentation. Donc ici, on a déjà vu à peu près le quick start. Donc ici, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut voir, mais on ne va pas voir absolument tout, on va aller sur l'essentiel. Donc on va aller sur le quick start ici. Donc on a déjà fait l'installation, il explique comment on va faire ça. Et ici, c'est pour une prochaine vidéo, mais c'est comment on fait, par exemple, si on a un compte chez, par exemple, Anthropic ou à Hugging Face ou, d'après moi, ce qui est mieux, vers des fournisseurs d'inférences souverains. Et ici, voilà, on a la première session donc, que je vous avais déjà un peu présentée. Et par défaut, les 4 seules choses que le modèle sait faire, c'est savoir lire un fichier, savoir écrire un fichier, savoir éditer un fichier et utiliser les commandes qui se trouvent dans votre terminal que vous pouvez faire pour vous naviguer, etc. À ce sujet-là, on a des très vieilles vidéos sur comment utiliser Bash si ça vous intéresse, donc vous pouvez aller les voir. Et c'est avéré qu'avec les modèles les plus avancés, en fait, c'est largement nécessaire pour faire tout ce que vous voulez. Et on peut ajouter des éléments supplémentaires si on le veut, mais ils ne sont pas de base là. Donc la première chose qu'on va voir, c'est cet agent.md. Donc avant peut-être de se lancer dans l'agent.md, on va regarder si notre modèle fonctionne. Donc on retourne dans le terminal. Donc ici, je vais écrire Who are you? Peut-être que vous préférez que je l'écrive en français, c'est égal. Donc là, vous voyez que il va prendre mon texte et là, il va commencer à travailler. Donc dans le working, là, il est en train de réfléchir. Donc là, simplement, vu que je travaille avec un modèle local, il est en train de charger le modèle à l'intérieur de mon ordinateur, donc pour qu'il puisse lancer l'inférence. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous voyez qu'il a commencé à réfléchir, donc il a un thinking mode, et ensuite il a répondu. Donc quand c'est en grisâtre comme ça, c'est qu'il est en train de penser. Et ici, ben, c'est la réponse qu'il donne. Donc on va voir qu'il y a un moyen de fermer ça si on veut. Et là, il nous explique ce qu'il est, et apparemment, il est quand même assez intelligent parce que j'ai déjà testé avec attention, excusez-moi, j'ai dit intelligent, mais je veux dire compétent. J'aime pas utiliser le terme intelligent pour des LLM. Il est compétent dans le sens qu'il permet, enfin, il a compris en fait directement les fonctions qu'il avait de base, alors que j'ai essayé des modèles un peu plus grands et un peu plus petits, qui n'étaient pas du 20B ou du 30B, et ils avaient un peu de la peine à comprendre. Et il a compris aussi qu'il avait le web search ici, donc plutôt pas mal, Gemma. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et le fait d'utiliser un agent, bah, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il peut faire d'autres choses, comme par exemple, can you, alors je vais lui demander s'il peut créer un fichier texte avec une petite histoire. Create a .txt file with a little story. Donc on va voir s'il va fonctionner, parce que c'est un petit modèle, donc on va voir. Donc là, il a compris que je voulais qu'il crée ce petit texte, et donc vous voyez que là, c'est en vert. Lorsque c'est en vert, c'est que premièrement, il a utilisé, ici vous voyez en gras, une des fonctionnalités de base qu'il a, donc là il a écrit quelque chose et ensuite il a mis story.txt. Donc vous voyez que là il a vraiment écrit quelque chose, et quand c'est en vert, c'est-à-dire que la commande a fonctionné, quand c'est en rouge, c'est qu'elle n'a pas fonctionné. Et il a dit qu'il a créé son petit fichier. Donc nous on peut vérifier ça, donc je vais faire un point d'exclamation, comme ça ça nous permet d'avoir accès aux fonctionnalités bash, comme on a vu tout à l'heure. Et donc c'est-à-dire d'accéder au terminal, et je vais faire un ls. Alors donc ici, j'ai peut-être pas choisi le meilleur dossier, donc on va peut-être quitter, mais vous voyez qu'on a notre story.txt. Donc ce qui est plutôt pratique, donc on va juste quitter pour aller dans un dossier
spécifique, donc on va faire cc. Voilà, donc maintenant, on va faire CTRL L aussi. Donc maintenant, on est dans ce dossier admin. Et si vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas où vous êtes, je vous recommande d'utiliser, si vous êtes sur Windows, explorer.exe. Et ensuite, ça va nous permettre d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Et je vois qu'on est dans ce dossier-là. Et donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller dans le bureau et je vais créer un nouveau dossier que je vais simplement appeler Py vidéo. Voilà. Et donc, je vais me balader depuis ici, je vais faire CD. Alors, j'aurais pu écrire bureau, mais en fait, ici, il faut écrire en anglais desktop. Je vais appuyer sur Tab pour qu'il me complète le nom en entier. Puis, je vais faire CD de nouveau et je vais chercher justement le dossier py underscore. Bon, là, je vais appuyer sur Tab pour qu'il me le complète et ensuite, je vais accepter. Et depuis là, je vais lancer py. Et voilà, donc on est reparti ici. Donc, si je lui redemande d'écrire un texte, donc create txt file with a little story. Alors j'écris en anglais ici, parce qu'ils comprennent mieux l'anglais, mais si vous voulez, on va peut-être changer vers le français pour voir à quel point ce modèle Gamma est capable. Donc voilà, et il m'a refait le story. Donc si je fais cet élément-là et que je fais ls pour voir les fichiers qui sont à l'intérieur d'un dossier. Donc ici, c'est comme si, franchement, j'ouvre ici et que je retourne cd desktop, cd py, voilà, et que je fais ls, c'est ça que je vais voir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le fichier story.txt. Donc, c'est ça que vous devez retenir. Donc, c'est exactement ce que je fais ici. Quand je fais un point d'exclamation, c'est que ça me permet de voir ça. Et donc, vous allez voir qu'il me montre tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Il y a story.txt. Donc, vous voyez qu'on peut créer des choses. Maintenant, si on retourne sur le site, donc ici, on peut créer ce qu'on appelle un agent.md. Donc, c'est quelque chose qui va charger au début. Donc, il va nous dire, enfin, surtout dire au modèle, comment il doit se comporter. C'est un peu sa fiche de personnalité. Comme par exemple ici, c'est les instructions pour le projet. Par exemple, de lancer cette commande à chaque fois qu'il y a un changement dans le code, ne pas faire des migrations de production localement et garder les réponses concises. Comme ça, le modèle il sait, on n'a pas besoin de lui dire à chaque fois. Donc, le modèle va utiliser le agent.md qui est global. Donc, il faut retenir deux choses. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau global, donc ça va s'appliquer à toutes vos instances et toutes vos sessions de Py, peu importe où vous êtes sur votre ordinateur. Donc, il va charger celui-ci et va s'appliquer partout. Donc, si vous voulez quelque chose qui s'applique partout, mettez-le dans cet endroit-là, qu'on va voir dans quelques instants. Et si vous voulez quelque chose qui est propre à votre dossier, donc le projet particulier sur lequel vous travaillez, ben, vous pouvez utiliser agents.md à l'intérieur de ce dossier ou claude.md. Et vous pouvez même créer vos propres fichiers spécifiques plutôt qu'agent ou claude pour que ça marche. Et une fois que c'est fait, ben, il faut relancer Py et faire reload. Donc, où est-ce que se trouve ce .py.agent.md? Donc, si vous êtes sur Linux, et je suppose sur Mac, ça doit être la même chose, pour retrouver ça, il faut faire cette espèce de tilde qui va vous permettre de... Donc si vous faites sur votre terminal, vous faites cd, vous faites ce tilde, normalement, vous devrez retourner dans votre environnement de base, votre maison. Mais pour nous, les gens qui sommes sur Windows, généralement, moi, ce que je propose, c'est d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc voilà. Puis ici, vous cliquez là, vous supprimez cet élément ici, et vous faites pourcentage user ou user profile avec un E à la fin, et vous remettez un pourcentage, et vous allez lancer ça, et vous allez vous retrouver dans cet endroit admin qu'on avait tout à l'heure. Et ici, vous allez voir qu'il y a un dossier qui s'appelle .py, vous pouvez cliquer dessus. S'il n'apparaît pas, c'est que peut-être les fichiers cachés n'apparaissent pas. Donc normalement, si vous allez dans affichage, vous allez peut-être dans afficher ici, voilà, vous pouvez cliquer sur éléments masqués, et quand vous allez cliquer dessus, si c'est un vu, vous pouvez voir ces éléments masqués. Donc voilà, donc je vais ouvrir Py, je vais aller sur agent, et ici, vous voyez qu'il n'y a pas encore de agent.md, donc c'est-à-dire que le mien ne se base sur rien, mais par exemple, si j'en crée un, et que je fais un clic droit, et que je fais par exemple nouveau, et je fais un fichier texte, et je vais l'appeler agent, et à la place de txt, on va faire md, oui, c'est là où je me rends compte que j'ai oublié de mettre un S, pardon, voilà. Donc vous pouvez l'ouvrir, moi j'ai VS Code qui est installé, si vous n'avez pas installé, il y a un élément qui vous indique. Vous pouvez faire un clic droit et faire ouvrir avec, et normalement vous pouvez ouvrir avec votre bloc-notes, donc moi je vais ouvrir juste avec VS Code parce que je trouve ça plus agréable. Et donc voilà, je suis sur VS Code, on va zoomer juste un tout petit peu, comme ça vous voyez mieux. Et ensuite ici, vous voyez que j'ai juste un espace tout vide, et là je peux lui donner des instructions, comme par exemple je vais écrire instruction, your name is Sophia, voilà, et je l'ai enregistré. Et donc je peux retourner sur le terminal, voilà, et
Pour que ce changement puisse apparaître, je vais devoir faire un slash, qui est ce système de commande qu'on va voir dans quelques instants, et je vais écrire RELO pour reload. Donc vous voyez que l'option est déjà là. Donc soit je l'écris en entier, soit je peux faire tab et ça va me le sélectionner en entier, et je peux faire enter. J'aurais très bien pu faire enter aussi. Et donc là, il va me dire qu'il a tout rechargé. Et ensuite ici, je peux écrire who are you? Ah oui, et j'ai dit que j'allais écrire en français, donc pardon, la prochaine fois je vais le faire. Donc là, il a écrit que c'est un expert, blablabla, et d'après le contexte du projet, ben, il s'appelle Sophia. Donc voilà, donc c'est super pratique. Donc vous voyez que vous pouvez modifier le comportement. Et donc là, je l'ai fait au niveau global. Retournons dans la documentation. Et donc ici, on peut le faire au niveau local aussi. Donc au lieu de le mettre en haut, dans cet endroit-là, là où je l'ai mis, ben, en fait, je peux mettre le agent.md à l'intérieur. Et il me semble que c'est celui qui est le plus proche qui compte le plus. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, donc là je suis dans le PyAgent, donc je vais juste copier cet agent. Je vais aller dans le bureau et dans PyVideo, là où il y a mon histoire, je vais coller ce agent. Donc maintenant c'est là où il a sa personnalité au plus proche. Et au lieu de l'appeler Sophia, on va l'appeler Maria. Et donc c'est celui qui se trouve dans mon dossier. Donc on va retourner dans le terminal. Ici on va refaire le reload. Et je vous ai rappelé que tout à l'heure je pouvais faire un tab pour compléter, mais en fait tant que la ligne est en bleu, c'est-à-dire que par exemple il pourrait y avoir d'autres trucs. Si j'ai reload ici, bon là il n'y en a pas d'autres, si je fais enter directement, il va me faire le reload. Parce que c'est la seule option qui était disponible en bleu. Donc voilà, ça a rechargé, et maintenant je peux lui demander de nouveau. Alors, ici, on va faire quelque chose de spécial pour qu'on évite les mélanges. Je vous expliquerai pourquoi. Ici, on a toute la session, toute la discussion, et tout ça, c'est encore en mémoire. Pour éviter qu'en fait, on ait des mélanges, quoi que ce soit, en fait, il faut qu'on efface tout ça. Donc soit on peut quitter et revenir, et donc il n'y a plus de session, soit on peut faire de nouveau un slash pour la commande, et on va faire new. Et quand on va faire new, il y a une nouvelle session qui s'ouvre, et il n'y a plus rien. Parfait, et là on peut lui demander who are you? Non, et on a dit qu'on allait le faire en français. Qui es-tu? Voilà, et donc maintenant on le laisse travailler, et donc là il voit que il a des informations, et là il me répond en français du coup, parce qu'il sait que je lui écris en français, et c'est ce qu'il s'est dit. Donc là il n'a pas encore parlé du nom, donc je vais dire comment t'appelles-tu? Oups, j'ai oublié le tiret. Voilà, et on va voir lequel a l'avantage. Donc ici, il demande comment il s'appelle. Donc il a regardé dans le PyAgent, donc le général ici, et il a regardé dans les instructions. Et donc là, vous voyez qu'il est en train de penser qu'il a une crise existentielle, il regarde d'où ça vient, etc. Et il va dire mon nom est Maria, donc le tout dernier qui vient d'arriver. Donc c'est lui qui a la priorité, donc celui qui est le plus proche. Donc si vous avez deux ordres contradictoires, un qui est écrit au niveau global et un qui est écrit au niveau local, c'est celui qui est local qui va primer. De retour dans la documentation, donc ça marche aussi avec claude.md, ici on peut référencer des documents. Et typiquement, lorsque on va utiliser cette espèce de hâte, en fait, ça va nous dire quel document on peut choisir, donc on retourne dans le terminal. Donc, je vous rappelle que si je fais le point d'exclamation et je fais ls, ben en fait, on voit tous les éléments qui existent ici, et je vais simplement lui demander qui est le personnage principal de l'histoire dans, et ensuite je vais mettre hâte, et vous allez voir qu'il va me proposer tous les fichiers qui se trouvent dedans, donc juste en bas là. Donc on a agent et on a story. Donc moi je vais choisir story, voilà, et je vais lancer la question. Et ensuite ici, ben, il va chercher les informations dessus, et il va lire story, comme vous voyez ici, read. Et ensuite ici, il va dire le personnage principal de l'histoire dans story et le vieil gardien de phare. Donc le français c'est toujours pas son truc avec cette petite taille. Et voilà, mais là, il a relu tout le texte ici, que je n'ai pas lu ici, donc je ne peux pas vous confirmer. Et on a le nom directement ici, c'est The Whole Lighthouse Keeper. Donc bref, vous voyez que le modèle peut faire des choses assez intéressantes. De retour dans la documentation, alors on peut faire la même chose avec des images, donc on peut faire CTRL-C, CTRL-V et les coller directement dedans pour qu'il ait les informations sur les images, ou citer directement l'image. On va faire un petit test. Donc je viens d'ajouter dans le dossier une image de Olama, donc on va faire ça, ls, pour que vous voyez. Donc on a Olama logo PNG. Donc on peut soit le citer de cette manière-là, comme on a fait jusqu'à maintenant avec le hat, soit on l'ouvre en parallèle, donc je vais décaler ça, hop, j'ouvrirai le dossier là où il se trouve, juste ici, et je vais copier, enfin je vais déplacer l'image juste ici, donc là vous voyez que j'ai le chemin qui se trouve là, où je peux copier l'image et la coller ici, donc rien de très particulier. Et bien sûr, il peut lire les images. Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ici, lorsqu'on va faire avec un point d'exclamation, le modèle a accès à tout ce qu'on a fait, donc il garde l'historique. Mais quand on fait ça comme ça, le
résultat ne va pas apparaître auprès du modèle. Donc, si je fais ça, donc ls, le modèle sait que j'ai fait ls et il voit ce qui se trouve à l'intérieur. Mais si je fais ça, avec 2 points d'exclamation, j'ai le même résultat, mais le modèle ne le voit pas. Vous voyez que c'est en gris plutôt que d'être en jaune. Et donc, ça ne va pas s'ajouter au compte du contexte, si vous avez besoin de faire des choses rapidement. L'étape suivante, c'est que vous pouvez changer de modèle. Donc pour l'instant, on s'est amusé avec un seul modèle, mais pour changer de modèle, vous pouvez soit faire la commande, modèle, soit vous pouvez faire CTRL-L. Donc si on fait le slash ici que je fais modèle, hop, vous voyez que j'arrive dans les modèles. Et donc pour l'instant, il m'en montre qu'un seul, on en a plus normalement pour Olama. Alors je peux faire Escape, et si je fais CTRL-L, vous voyez que j'arrive de nouveau du côté des modèles. Alors, comment ajouter des modèles supplémentaires? Donc, lorsqu'on travaille avec Olama, on a l'avantage, c'est qu'on peut le faire mécaniquement, donc vous allez voir dans quelques instants. Sinon, on peut le faire manuellement, c'est ce qu'on va faire pour d'autres fournisseurs d'inférences dans de futures vidéos, donc je vous montre rapidement comment on fait. Donc, de nouveau, on retourne sur le app data. Donc, vous vous souvenez, dans ce dossier Py, avec le dossier agent dedans, ben, ici on a un modèle.json. Donc, je vais l'ouvrir, je préfère l'ouvrir avec VS Code. Donc voilà, on a ça qui est ouvert et vous voyez qu'on a en fait toute cette arborescence qui est créée. Donc ici, on a le fournisseur et notre fournisseur ici, c'est Olama. Et on a les informations pour Olama et vous allez voir que ce sera pratique pour avoir les futures vidéos avec le nom de la clé API et le site où on a accès, enfin le lien, le chemin. Et ici, vous allez voir qu'on a notre premier modèle, parce que là, on a la liste des modèles. Et ici, ben, on a le Gemma. Et on peut donner plus d'informations si on veut et dire par exemple qu'est-ce qu'il peut accepter. Lui, il accepte que du texte, il ne peut pas accepter d'image malheureusement. Mais s'il pouvait, ben, il faudrait juste que je fasse image. Voilà. Un autre élément qui est quand même assez essentiel à mettre ici, donc là on peut ajouter ça où on veut, avant, après, peu importe, c'est la taille du contexte. Et vous allez voir qu'en fait ça peut nous limiter dans beaucoup de choses si on n'a pas un bon contexte. Donc on va faire contexte, Windows, et je vais vous montrer où ça se trouve dans la documentation dans pas très longtemps. Et on va mettre une petite virgule, et ici on va mettre la taille du contexte. Donc pour savoir la taille du contexte maximale, donc il faut donner souvent le maximum que le modèle peut donner. Ben, vous pouvez aller voir dans Olama sur le site web. Donc si je cherche, donc nous voilà dans Olama, donc je vais regarder dans les modèles. Ici j'ai pris le Gemma 4, voilà. Et ensuite ici je vais regarder celui que j'ai pris, donc Gemma 4 E4B, et la taille du contexte maximum c'est 128 000. Donc je vais écrire ça dans le modèle.json. Donc ici 128 000, 1, 2, 3, voilà. Et donc là on a le contexte qui a été mis. Par contre, ça ne suffit pas parce que Olama met une limite maximale du contexte. Donc si vous voulez le changer, alors il y a des moyens un peu complexes de le faire, mais la manière la plus facile que je trouve à faire, c'est ouvrir l'application Olama. Donc vous cherchez dans vos applications Olama. Une fois que c'est ouvert, ben, vous pouvez aller dans Settings. Et ici, vous pouvez changer la taille du contexte. Donc moi, je l'avais déjà fait. Mais ici, généralement, c'est pas très haut. Donc moi, je le mets au maximum. Comme ça, au moins, je sais que les plus gros modèles auront accès à l'espace maximal possible. Et ensuite, vous avez terminé. Normalement, il y a un petit élément vert qui apparaît ici pour dire que c'est enregistré. Et vous pouvez fermer ça. Et ensuite, normalement, vos modèles ont la capacité maximale. Et comme promis, voici la page qui sera aussi en description. Donc, Custom Provider qui nous permet de mettre les paramètres nécessaires lorsque on ajoute des fournisseurs spécifiques. Et ici, c'est le cas de Olama. Et par exemple, si je veux ajouter manuellement un nouveau modèle dans Olama, je pourrais retourner dans mon terminal, je vais ouvrir une nouvelle page, que je vais zoomer un peu, je vais faire Olama list. Voilà, j'ai la liste de tous mes modèles. Et je me dis, allez, on va ajouter le Qwen 3.4b. Donc, on va copier ça. Ah non, on revient ici, donc on va copier ce modèle ici, donc il ne faut pas oublier une petite virgule ici. On va coller ça là, et à place de Gemma, ici, on va mettre Qwen 3. Il me semble que c'était un 4B. Et ensuite, il faut que je sache la taille du contexte ici, donc on va le chercher sur Internet. Voilà, donc ici, on a 256 000. Voilà, ici, 256 000, donc on a beaucoup plus de contexte, c'est assez impressionnant. Et voilà, et donc si je retourne dans mon terminal, donc on va fermer ça. On va faire /reload, voilà. Si je fais maintenant de nouveau modèle, comme par exemple comme ça, sans le raccourci, vous voyez que maintenant j'ai accès à l'autre modèle, donc le Qwen, et quand je vais appuyer ici, vous voyez qu'en bas à droite, ça a changé. Donc je peux faire CTRL-L de nouveau et choisir un autre modèle. Donc ça, ce sont les modèles qu'on a à disposition. Par contre, on peut mettre des modèles favoris, et donc on peut faire un /scope modèle. Ok, et lorsque on a ces modèles-là, on peut en choisir, on peut dire alors lui, ce sera mon favori, et lui aussi, ce sera mon favori.
Donc comme ça, quand on va ajouter d'autres modèles, vous allez voir, que ce sera différent. Donc, je vais quitter Py, donc je vais faire 2 fois CTRL-C, voilà. Ensuite ici, je peux faire Ollama, Launch, Py. Ensuite ici, il va me proposer des modèles que j'ai déjà en local et je vais lui dire: «Ah tiens, bah, pourquoi pas le DeepSeek R1 7B?» et vous voyez que il est parti avec le DeepSeek qui se trouve juste ici. Excellent, n'est-ce pas? Maintenant, quand je vais faire CTRL-L, bah, vous voyez que le DeepSeek est de nouveau disponible avec le Gemma 4 aussi. Par contre, notre modèle Qwen est parti, je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. Et si on regarde aussi au niveau des modèles, donc ce modèle.json, bah, on voit que ouais, il a disparu notre Qwen. Donc pourquoi il n'a pas voulu l'enregistrer? C'est une excellente question. Donc on va essayer de le recréer du coup. Hop, on va sauter une ligne ici. Et ensuite ici, on va mettre le Qwen 3, 4B, 256. Et voilà. Puis on va retourner dans Py. Ok, Escape. On va faire Reload. Voilà. Et ensuite, quand je vais faire CTRL-L, normalement, il devrait être là les 3. Parfait. Il me semble que j'ai oublié de faire CTRL-S pour sauvegarder tout à l'heure. Donc, attendez, donc on va retourner dans nos scopes modèles. Donc là, c'est pour choisir nos modèles favoris. Et donc, par exemple, ici, je vais dire que mon modèle favori pour l'instant, bah, c'est le Qwen 4. Si jamais ici, vous avez vraiment toutes les informations sur ce que vous pouvez faire. Typiquement ici, je peux faire un Alt en haut et en bas pour changer l'ordre, excusez-moi, pour changer l'ordre des modèles. Donc là, il faudrait qu'ils soient déjà choisis, pardon. Voilà, pour changer l'ordre dans lequel ils apparaissent. Donc là, je vais désélectionner le Qwen. Et donc mon préféré, ce sera Gemma 4. Je peux en avoir autant que je veux. Et ensuite, je vais faire CTRL S, parce que là, c'est écrit que ce n'est pas sauvegardé. Hop, maintenant c'est sauvegardé. Et quand je vais quitter, quand je vais faire CTRL-L, vous voyez que là, je n'ai que le Gemma qui apparaît parce que je suis dans les scopes modèles. Si je fais Tab, et bien en fait, ça me permet de changer entre tous les modèles. Donc là, j'ai la liste et mes scopes, mes favoris. Comme ça, je peux changer très rapidement. Je peux faire Escape. Et ensuite, si j'ai plus de modèles scope, donc je vais faire scope ici. Et disons que je vais choisir aussi le Qwen. Ensuite, je vais sauvegarder. Donc je vais pouvoir quitter. Là, si je fais CTRL-P, regardez vraiment là les modèles que j'ai ici. Si je fais CTRL-P, voilà, il va changer qu'entre les modèles que j'ai en scope. Et donc, je peux changer super rapidement. Une autre chose que vous avez remarqué probablement, c'est que ici j'ai un médium. En fait, c'est le niveau de réflexion. Et ici, on peut le changer directement. Et on peut le faire en faisant majuscule tab. Et quand je vais faire ça, vous voyez que là, il a un haut niveau de réflexion. Le niveau de réflexion est baissé. Et là, il y a un petit niveau de réflexion. Donc, vous voyez que on peut changer assez facilement rien qu'en utilisant ce raccourci. Très pratique. De retour dans la documentation. Donc ici, on a un concept qui est très important, c'est le concept des sessions. Les sessions, c'est vraiment, si vous voulez, votre historique de ce qui s'est passé. Donc chaque session, c'est vraiment son contexte avec les événements qui se sont passés. Typiquement, en ouvrant ici Page Assist, vous pouvez imaginer que c'est vraiment cet historique qui se trouve juste ici. Et donc basiquement, ces sessions, c'est juste ça. Pour avoir des informations sur une session, vous pouvez faire slash pour la commande et vous écrivez session. Ici, vous avez les informations sur cette session, donc comme par exemple le nombre de messages qui ont été échangés, le nombre de tokens, etc. Si vous faites un autre slash, vous pouvez exporter votre session. Donc sachez déjà que vos sessions sont enregistrées automatiquement, mais ici, lorsque vous allez le faire, ben, ça va vous donner une version très agréable à regarder. Donc je vais vous montrer. Donc là, on est déjà sur le export qui est sélectionné en bleu. Si je fais Enter, il va me faire l'exportation, enfin l'export. Mais ici, vous voyez que c'est en rouge parce que je n'ai encore rien d'écrit, rien de fait. Donc je vais écrire par exemple comment vas-tu pour remplir et quels sont tes outils. Comme ça va me permettre d'enchaîner avec un autre sujet. C'est que ici, je peux mettre en queue toutes mes requêtes. Et donc ici, je peux écrire à nouveau, par exemple, combien de paramètres as-tu? Bon, vous avez vu qu'il a déjà enchaîné mes deux autres questions et voilà, il a déjà écrit pas mal de choses. Et je vais même lui demander, peux-tu lister les fichiers dans ce dossier? Voilà. Donc maintenant, il est en train d'écrire. Là, vous voyez qu'il a utilisé une commande. Donc là, c'est l'outil bash. Et voilà. Et donc cette fois-ci, je peux faire export. Voilà. Et donc maintenant, ça a été exporté. Donc si je fais ce point d'exclamation et que je regarde ls, vous voyez que l'export est ici. Donc on va aller dans le dossier. Donc on est dans le dossier Py vidéo et donc ici il y a notre export. Si je double-clique dessus, vous voyez que j'ai vraiment toute la conversation. Donc très pratique. Et là on peut filtrer, enfin me déplacer d'un endroit à un autre. Je peux filtrer si il a utilisé ou non des outils, si en fait c'était moi qui ai écrit,
s'il y a d'autres choses qui ont été ajoutées. Donc franchement, super et je peux l'exporter en JSON. C'est le format que je peux faire pour importer les autres sessions. Donc ici, on a une commande import pour importer les sessions. Mais ça, c'est pratique seulement si je change d'ordinateur parce qu'en fait, les sessions sont déjà toutes enregistrées. Donc je vais fermer Py, donc double CTRL-C, CTRL-L pour faire un peu d'espace. Et en fait, si je veux reprendre une ancienne session de Py, je peux juste faire Py-C. Donc quand je vais lancer ça, hop, bah là je reprends la dernière session. Et donc là, vous voyez qu'il a gardé mon historique, ce qui est super pratique. Donc je vais refermer de nouveau, CTRL-L, et ensuite je vais lui dire Py-R pour resume. Et quand je vais appuyer sur Enter, là il va me dire bon bah voici en fait les dernières sessions que tu as eues, et donc tu peux reprendre l'une d'elles, et par exemple celle-là, je peux revenir dessus, vous vous souvenez, bah, c'est le moment où je lui avais demandé de lire l'histoire et de me dire qui était le personnage principal. Donc vous pouvez retrouver pas mal d'informations. Il y a une autre fonction qui s'appelle Tree, super pratique parce qu'elle vous permet ici de pouvoir revoir toute votre conversation et de vous dire ah bah tiens, en fait finalement je vais reprendre à partir d'ici, et ensuite soit je peux résumer tout ce qui était avant, donc vous allez voir cette option elle est assez pratique, ou non. Et par exemple, je peux lui dire résume, mais avec en ne gardant que les noms des personnages, par exemple. Ici, je vais lui dire de ne pas résumer pour gagner du temps. Et ensuite, vous voyez qu'on est revenu dans le temps, et tout ce qui était après a disparu. Et quand je vais continuer à partir d'ici, bah, ça va continuer une nouvelle histoire. Enfin, ça va continuer une nouvelle conversation. Donc, super pratique pour naviguer. Donc, on retourne dans la documentation. Donc, on a vu Tree, on a vu Resume, que j'ai fait depuis l'extérieur cette fois-ci. New, on l'avait déjà vu aussi. Fork, en gros, ça nous permet de reprendre depuis un autre endroit, mais le tree fait déjà très bien le travail. Et clone, c'est pour cloner une session, donc refaire une session à côté pour reprendre. Et ensuite, on a d'autres détails sur les sessions, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Et ensuite, on a une version non interactive, c'est qu'on peut lancer Py directement depuis le terminal. Donc je suis de retour ici, je vais quitter Py, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-L, et ensuite ici, je vais simplement lui dire Py-P pour prompt, et ensuite ici, je vais lui donner comme information liste tous les fichiers dans le dossier. Voilà, et ensuite je peux lancer ça, donc c'est vraiment la commande la moins utile, utiliser un agent pour pouvoir avoir cette liste-là. Donc vous voyez que c'est ce qui me l'a fait. Normalement, ls, ça fait très bien le travail, mais c'était juste un exemple. Donc CTRL-L, donc vous voyez qu'on peut l'utiliser depuis l'extérieur. Bon, c'est à peu près tout. Je vais quand même vous montrer encore 2-3 petites choses avant qu'on termine, et ensuite on va s'arrêter à là parce qu'il y a énormément de choses à voir. Donc on va retourner sur Py. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ben, j'ai déjà mon modèle qui est chargé. Donc ici, je vais retrouver Resume, une session. Donc, on va prendre par exemple cette session-là, comme ça on a du contenu. Et donc, voici quelques autres choses qu'on peut faire. Premièrement, ici, on peut compacter. Donc, quand je vais faire compact, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un résumé. Donc, bon, pour l'instant, la session est encore trop petite apparemment. Pourtant, je trouve qu'elle est quand même bien chargée. Donc, du coup, on va lui demander d'autres histoires, au moins 3, dans ce dossier. On va voir s'il va réussir à faire ça. Donc, ouais, bah tiens, il a compris, il va m'ajouter story 2, story 3, story 4, etc. Donc, vous voyez que c'est pas mal pour l'automatisation parce que je lui dis de faire une chose et en fait, il sait très bien qu'il va devoir en faire plusieurs. Donc, le Gemma, il est vraiment pas mal. Voulez-vous que je vous montre la liste des fichiers ou que j'en fasse une compilation? Je vais dire montre-moi la liste des fichiers, quitte à remplir le contexte, hein, autant le faire de manière intéressante. Donc voilà, et donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Donc on va faire /compact. Donc non, toujours la session est toujours trop petite. Je sais vraiment pas comment faire pour allonger davantage, parce que là c'est vrai qu'on est qu'à 2,5% de ceux qui pourraient être faits. Donc je vais dire écrit encore plus d'histoire, au moins, allez, 15. Voilà, et on revient dans quelques instants. Ok, cette fois-ci, j'ai aussi essayé de lui faire lire un livre en espérant que ça augmente le contexte suffisamment. Bon, pour l'instant, on est à 30.8. Donc c'est parti, compact. Toujours pas. Ok, cette fois-ci, j'ai essayé une autre technique que j'ai appris parce que j'ai préparé une vidéo sur le token maxing qui sortira dans je ne sais combien de temps, mais en tout cas, une chose que j'ai appris, c'est que faire lire beaucoup de choses au modèle d'IA, ça remplit très rapidement le contexte et ça consomme beaucoup plus de tokens. Donc on va essayer cette fois-ci compact, parce que là on est à 44% utilisé, donc on va lancer ça. Et oui, là cette fois-ci ça marche. Donc
Il refuse de faire le compact quand il n'y a pas grand-chose. Donc ici, il considère qu'en dessous peut-être de 30 ce n'est pas suffisant. Alors que ici, lorsqu'on commence à monter à 44, ben, vous voyez que là, il est OK de faire le compacting. Une autre chose, c'est que plus ce nombre va augmenter, donc par exemple, plus on va se rapprocher des 128K, plus en fait ça va devenir jaune puis rouge. Et l'avantage, c'est qu'ici, il va automatiquement faire la compression du coup. Et donc du coup, voilà, il nous indique combien il a compressé. Donc tout de suite ici, il ne sait pas combien il reste. Mais si j'écris par exemple hello et ensuite que je le regarde compléter, ici il va nous dire ben, combien de tokens sont pour l'instant disponibles, enfin à combien de pourcents en fait on se retrouve ici. Donc voilà, donc ici on est descendu à 15 donc ce qui est plutôt pas mal. Et sachant qu'il le fait automatiquement, c'est plutôt bien. Donc si je fais de nouveau slash session, pour avoir l'information, donc ici, ben, c'est le nombre total de messages, combien viennent de moi, combien viennent de l'assistant, combien il y a eu d'appels d'outils, donc par exemple tout ce qui est lecture, écriture, etc. Combien il y a eu de résultats, combien il y a eu de tokens utilisés en entrée et en sortie. On verra plus tard dans une autre vidéo pourquoi c'est important de connaître ces chiffres, parce qu'ils sont assez importants pour le prix des modèles qu'on utilise. Et donc voilà, un autre slash que je peux vous montrer qui est assez important, c'est le name. C'est pour, changer le nom de la session. Donc, généralement, vous ne faites pas juste name, vous faites name, ensuite le nom de la session, par exemple test, voilà. Et comme ça, quand je ferai une recherche, plus tard, ben, je retrouverai le nom. Typiquement quand je quitterai et que je vais faire, par exemple, py-r. Un autre élément qui est hyper important, mais qu'on ne va pas trop explorer aujourd'hui, c'est les hotkeys. Donc, ici, bon, vous avez vu que j'ai pu naviguer, hein, lorsque vous avez des choses qui apparaissent, vous pouvez utiliser les flèches directionnelles pour monter et descendre. Ici, les hotkeys, ben, ce sont simplement les raccourcis clavier. Donc typiquement, ici, c'est tout ce qu'on avait utilisé jusqu'à maintenant. Cela, c'est aussi pour l'édition. Il y en a beaucoup que vous devrez peut-être connaître déjà de base. Ici, c'est plutôt les odeurs qui sont assez intéressants. Donc, par exemple, ici, on a les aimants dont on a parlé jusqu'à maintenant, les slash commandes, comment on fait les commandes bash. Et ici, d'autres informations qu'on a vues jusqu'à maintenant, comment éditer les messages, comment en envoyer d'autres. Donc, plein de raccourcis ici que je vous laisserai explorer par vous-même ou peut-être qu'on verra dans une future vidéo si vous voulez. Ensuite, il y a un autre slash qui est très important, c'est le settings. Donc ici, on a setting. Ici, on a l'auto-compact, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui va s'activer automatiquement. Donc ça, vous pouvez mettre oui. Vous laissez ça aussi pour les images. On a les skill commandes. Donc quand on verra plus tard ce que sont les skills dans de futures vidéos, ben, on verra pourquoi c'est important. Donc en fait, on a plein d'informations ici qui nous permettent de mettre en fait en place le système. Donc ils sont des éléments très importants à garder en tête. Par exemple, ici on a le thème qu'on peut changer entre clair et foncé, donc je vois pas trop la différence entre les deux. Mais bref, escape, du coup, je vais faire un slash new cette fois-ci. Voilà, et donc juste pour vous rappeler, c'est à ça que ressemble votre écran de base quand vous commencez. Donc là, vous avez plein d'informations sur les raccourcis qui sont assez importants. Comme ça, si jamais vous les oubliez, vous savez que c'est toujours écrit quelque part. Vous avez des informations sur le contexte. Typiquement, ici, il va dire, bon, bah, moi, je m'inspire aussi de ce agent.md qui se trouve dans le contexte au-dessus. Mais si on regarde au niveau de notre dossier ls, donc là, j'ai beaucoup trop d'informations, mais on va regarder depuis le dossier. Donc, vous voyez que le dossier est complètement plein, mais en fait, on a perdu notre agent.md ici. Donc, s'il était encore là, en fait, il serait apparu dans le contexte. Donc, vous voyez qu'il n'y est pas. Et ensuite, là, on a l'extension. Typiquement, j'aurais pu lui demander de faire une recherche Internet. Donc, bien, on a terminé notre tour d'horizon, qui était quand même assez long. Mais j'aimerais quand même vous donner l'eau à la bouche en vous présentant les futures vidéos que nous pourrions faire. Ici, en bas, nous avons le next step. Donc, ici, on a Using Pi et les providers. Donc, les providers, on va forcément les voir la prochaine fois pour vous montrer comment utiliser des modèles souverains et comment aussi utiliser un autre ordinateur qui se trouve dans votre chez vous, donc accès à des modèles de manière sécurisée, comment mettre en place les paramètres, peut-être les raccourcis vous intéresseront, et ensuite on verra les packages et les extensions qui sont quand même assez intéressants à voir. Donc tout ça se trouvera juste par ici, mais c'est vraiment la partie Using Pi qui sera très intéressante parce que on verra d'une part ce que sont les skills, les MCP, enfin, on va voir en fait comment faire en sorte à ce que votre modèle Pi évolue avec vous. Comme vous avez vu jusqu'à maintenant, le modèle sait comment il est construit, sait qui il est, et il connaît sa propre documentation, et ce que vous pouvez lui demander au bout d'un moment, c'est OK, crée un outil qui fasse ça
et rends-le disponible pour toi et ensuite il va s'auto-modifier pour avoir accès à cet outil. Donc vous n'aurez pas besoin d'écrire vous-même les extensions. Bien sûr, 2 choses à noter assez importantes avec, cette capacité, c'est que d'une part, il faut que ce soit un modèle qui soit quand même assez gros et moi je pars du principe que c'est à partir seulement des modèles 30B et qu'on peut créer des extensions assez intéressantes et d'autre part, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les extensions vont être écrites d'une certaine manière, peut-être qu'elles sont pas super et peut-être que ce serait bien que vous maîtrisiez, comment on crée ces extensions. Donc, si vous créez un serveur MCP, vous pouvez l'écrire dans n'importe quel langage que vous voulez, que ce soit en R, en Python ou quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez écrire une extension pour Py, il faudra l'écrire en TypeScript et là, il faudra connaître un peu de TypeScript. Mais bref, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo sur Py, cet agent que j'apprécie énormément. Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne Py, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager parce que ça va nous aider à progresser et à grandir. Donc, j'espère que je vous ai mis assez l'eau à la bouche avec, les prochains sujets qu'on pourrait aborder. Donc, en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.